Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous voilà au bout, ou presque, du parcours législatif tumultueux du projet de loi d'orientation agricole. Après de longs mois d'attente, après 6 jours de séance, 35 heures de débat et environ 800 amendements examinés, quel est le résultat ? Nous avions reçu de l'Assemblée nationale un projet bavard et imparfait, n'apportant guère de réponses concrètes au malaise agricole, comme nous pouvions le prévoir. Et oui, Madame la Ministre, si. Et dans une connivence permanente avec le gouvernement, les rapporteurs ont donné une connotation encore plus économique et libérale au projet de loi. Nous allons donc sortir du Sénat avec une loi fleuve et floue, dangereuse pour l'environnement et qui met en avant une certaine idée de l'agriculture dépassée depuis longtemps. D'ailleurs, ne devrait-on pas parler plutôt de loi d'orientation pour une agriculture productiviste ou un autre titre ? Pourquoi ne pas parler de loi d'orientation pour une agriculture passéiste ? Vous avez, messieurs les rapporteurs et Madame la Ministre, modelé un texte comme vous le souhaitiez, parfaitement comme vous le souhaitiez, à coup de dogmes pro-industrie agroalimentaire et anti-environnement. Monsieur le rapporteur Laurent Duplomb, vous avez indiqué, et je vous cite, « Ce texte ne sera pas le grand soir de l'agriculture ». Nous voilà d'accord. À travers ce texte, vous perpétuez la trajectoire agro-industrielle de l'agriculture, tournée vers le gigantisme, l'accaparement des terres, le productivisme à tout va. Nous soutenons deux modèles qui s'opposent frontalement et je ne vois même pas où nos positions pourraient se rapprocher. Finalement, au terme de débats à sens unique, ni la crise sanitaire, ni la crise environnementale, ni la crise économique et surtout, ni la crise de renouvellement des générations ne se voient proposer des réponses à la hauteur. Et au bout du bout, ce sont les paysans qui paieront la note, comme toujours. Au bout du moment agricole que nous traversons et à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, je le confesse, je suis très inquiet. Je suis inquiet pour l'avenir de notre agriculture de manière générale. Qui peut croire que le modèle hyperproductiviste, avec la crise perpétuelle qu'il connaît et qu'il engendre, est attractif pour des jeunes actifs agricoles ? Le modèle consacre un entre-soi d'exploitation gigantesque et intransmissible. On peut nous accuser de grossir le trait, mais regardez où nous en sommes aujourd'hui. C'est ce modèle, votre modèle, qui nous a conduits ici. Le prolonger, c'est d'une part ne rien résoudre pour aujourd'hui et d'autre part aggraver la crise pour les années à venir. À commencer par la question de la transmission. Bien sûr, votre projet, Madame la Ministre, France Installation Transmission, n'est pas une mauvaise idée en soi, mais ce n'est qu'un pansement sur une jambe de bois. Il serait pleinement utile que lorsque nous engagerons sur la voie d'exploitation à taille humaine. Je suis aussi inquiet pour les agriculteurs et pour leur santé. Dans la continuité des débats tenus ici ces dernières semaines, le texte revient sur l'interdiction des produits phyto en les conditionnant, je cite, des solutions économiquement viables et techniquement efficaces. On notera d'abord un flou juridique sur les notions d'économiquement viable et techniquement efficace. Mais surtout, nous sommes ici en présence d'un cas d'école, car dans le même temps, vous refusez les alternatives. Le schéma est le suivant. On interdit seulement si on a des alternatives. Mais vous n'acceptez pas les alternatives. Donc, on autorise. Encore une fois, sous couvert d'arguments économiques et productivistes, la santé des paysans est reléguée au second plan. C'est particulièrement déplorable. Il y a quelques jours, une tribune signée par plus de 1500 professionnels de plusieurs horizons nous rappelait à ne pas refaire la même erreur que sur l'amiante en faisant un parallèle entre amiante et pesticides. Le sens de l'histoire n'est pas à l'assouplissement des règles encadrant les pesticides. Le sens de l'histoire, l'objectif est de s'en débarrasser de ces pesticides progressivement, certes, mais surtout définitivement. Et ce n'est pas seulement la santé des paysans que nous devons protéger. Que direz-vous, et je l'ai déjà dit dans l'hémicycle, que direz-vous à vos petits-enfants lorsqu'ils développeront des cancers ? Que direz-vous à vos petits-enfants également quand ils se rendront compte de leur infertilité ? Parce que c'est ça les questions qu'on doit se poser. Je suis évidemment inquiet pour notre environnement. La tendance que l'on observe depuis quelques semaines de simplifier, alléger ou déroger au droit de l'environnement est alarmante. Ce texte s'inscrit pleinement dans ce mouvement d'ensemble. Les offensives contre l'agroécologie relèvent d'une bataille idéologique des rapporteurs. Aucune mention du terme dans l'article 1, pourtant bavard, et 3 mentions seulement dans l'ensemble du texte. Dans la même idée, je déplore la suppression des objectifs de surface agricole en agriculture biologique. Il s'agit d'un énième signal terriblement
décevant. Tout au long du texte sont introduits de grands concepts incantatoires qui au mieux seront simplement déclaratifs, mais au pire constitueront des appuis légistiques afin de déroger au respect des engagements environnementaux. Les articles 13 et 15, le 13 qui allège le régime de répression des atteintes à la biodiversité et le 15 qui accélère les contentieux contre les mégabassines et les fermes gigantesques sont les deux exemples les plus marquants des reculs environnementaux. Je le dis sans concession, ils sont inacceptables. Je suis également inquiet, à un niveau plus global, dans la tournure des débats. Outre le fait que nous soutenions deux modèles qui s'opposent, je m'interroge sur le passage en force de certaines dispositions controversées. Le Conseil d'État a par exemple relevé que les notions d'intérêt fondamental de la nation, d'intérêt général majeur et de non-régression de la souveraineté alimentaire étaient juridiquement floues et donc potentiellement dangereuses. Il a également indiqué que l'article 15 présentait des risques d'inconstitutionnalité. Sur ce même article 15, la défenseure des droits a considéré qu'il restreignait, je la cite, de manière disproportionnée le droit au retour des opposants. Vous avez fait fi de ces avis, messieurs les rapporteurs, comme vous avez fait fi également de la science et des avis de l'ANSES et d'INRAE. Le texte visait initialement à assurer le renouvellement des générations et à engager l'agriculture sur les chemins des 10 prochaines années. En réalité, vous avez profité du contexte pour inclure dans ce projet de loi un panel de mesures érigeant l'agriculture productiviste comme seul et unique modèle, ainsi qu'une succession de reculs environnementaux. À compétitivité et productivité, nous ajoutons également un revenu agricole juste et respect de l'environnement. Ça doit aller de pair. Le seul modèle viable est celui d'une agriculture raisonnée et à taille humaine, respectueuse des agriculteurs, des consommateurs, de la faune et de la flore et des sols. Pour cela, nous devons en premier lieu assurer aux agriculteurs un revenu juste et rémunérateur. Nous le répéterons jusqu'à ce que nous soyons entendus. Nous souhaitons un revenu agricole digne et garanti. Assurer un revenu juste passe également par une refonte de la PAC pour mettre fin aux inégalités qu'elle entretient de par son mode de distribution. La question du foncier doit également être abordée. Face à la spéculation et au phénomène d'accaparement des terres, nous devons réguler. Sans de réelles avancées sur ces thématiques, nous ne donnerons pas envie et espoir aux générations futures de s'investir dans ce beau métier de paysan. Ces avancées doivent se faire sans renoncer à nos ambitions environnementales et de transition agroécologique. Car il ne faut pas oublier que sans des sols vivants, nous n'avons pas de production. Je conclus. Mettre en place un tel modèle n'est clairement pas simple, j'en conviens. Mais c'est bien la seule direction viable pour notre avenir et celle de nos enfants. Nous, sénateurs socialistes, nous ne pouvons pas faire autrement que de voter contre ce texte qui est à des années-lumière de proposer des solutions concrètes aux agriculteurs.